2019, année préélectorale, l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP présente ses priorités. Des priorités discutées ce samedi à la 63e session du Bureau politique national. Une tournée nationale est annoncée par le président Edi Komboigo. À suivre également dans ce 9h30 la grogne des fournisseurs et prestataires de services. Ils dénoncent les nouveaux tarifs à l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique. Ils seraient hors de portée. L'actualité, c'est aussi le congrès du RHDP en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a été élu à la tête du parti unifié, le Rassemblement des Oufétistes pour la démocratie et la paix. Voici pour le sommet de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. La politique et l'ex-parti au pouvoir résolument tourné vers la reconquête du pouvoir en 2020. Le CDP qui a réuni ses cadres ce matin à Ouagadougou pour sa 63e session du Bureau politique national du Congrès pour la démocratie et le progrès. Donc, il est question de statuer sur les priorités du parti. Très prochainement, le président Edi Komboigo va entamer une tournée à l'intérieur du pays. Kwame Hervé-Dapa. 8 mois après le congrès qui l'a porté à la tête du parti, le président du CDP est toujours à la manœuvre pour asseoir davantage son autorité et sa légitimité. Et chaque rassemblement est pour lui l'occasion de marteler que c'est lui le maître à bord. Comme au cours de cette 63e session du Bureau politique national, lorsque Edi Komboigo annonce sa prochaine tournée nationale. Je conduirai moi-même des délégations de la direction politique dans des sorties de terrain dans les 45 provinces du pays. Ceci en ma qualité de président du parti. Le champ lexical est clair. Edi Komboigo insiste que c'est lui le patron. Et au moment de préciser les priorités du CDP pour 2019, l'appel à l'unité qu'il lance ne souffre d'aucun doute sur ses destinataires quand on sait que des voix discordantes se font de plus en plus entendre au sein du parti. Chacun doit s'interroger en son âme et conscience à chaque fois qu'il pose un acte, de s'interroger s'il contribue à renforcer ou à affaiblir le CDP. Unis, notre victoire est inévitable. Désunis, nous courons vers la catastrophe. Et ce n'est pas fini. Les destinataires de son message semblent être les mêmes quand il parle de mobilisation de fonds. L'appartenance à un parti induit des obligations financières pour chacun des militants, sans exception. Puis, appelant au parachèvement de l'installation des structures du parti, Edi Komboigo rappelle que toute action doit se faire dans la discipline. Pour ce faire, nous invitons les uns et les autres à s'en tenir aux directives officielles émanant de la direction politique. Discipline, unité, mobilisation des fonds et des hommes, voilà le message principal de cette 63e session du Bureau politique national du CDP, une rencontre où il sera également question d'amendement et d'adoption des directives du parti. Voilà, la nouvelle réglementation tarifaire décidée par l'autorité de régulation de la commande publique, une pilule amère qui ne passe pas au sein des fournisseurs et prestataires de services. Ils estiment que les nouveaux tarifs sont hors de portée. Réunis en Assemblée générale ce samedi, la Profob, l'association professionnelle des prestataires et fournisseurs de services du Burkina, a pris cette décision. Elle va rester en justice contre les nouveaux tarifs de l'ARCOP. Rémi Lambert Nibier. Religieusement, à l'écoute de leur président, ces fournisseurs et prestataires de services réunis au sein de l'association professionnelle des fournisseurs et prestataires de services du Burkina Aprofob marquent leur approbation pour intenter un procès devant le tribunal administratif contre l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP. À la date du 28 décembre 2018, l'ARCOP a sorti une décision qui nous dit qu'à partir du 1er avril 2019, pour faire un recours, il faut payer pour les demandes et prix. Il faut avoir 50 000 francs pour la plainte et une caution de 100 000.
Si c'est pour les appels d'offres, une plainte, pour faire une plainte, il faut payer 50 000 francs pour la plainte et une caution de 250 000. Alors qu'avant, pour une demande de prix ou un appel d'offres, la plainte était à 50 000 francs et la caution à 50 000. Donc nous disons que nous ne pouvons pas encore payer ces frais parce que c'est trop. Une hausse jugée très élevée pour ses fournisseurs et prestataires de services, mais pas que. Si la Proforb compte introduire un recours en annulation de cette réglementation qui rentre en vigueur dès avril prochain, c'est parce qu'elle pense également que la nouvelle réglementation risque d'amplifier la corruption dans le secteur. Et en plus, c'est un frein contre nos droits. Un fournisseur, quand il fait un marché, il se sent lésé, il doit avoir le droit. Il faut aller se plaindre. Un frein et une porte ouverte même à la corruption. À la corruption, c'est-à-dire que encore tu lésé, mais une fois que tu n'as pas, il faut voir les 150 000 pour la demande ou bien les 300 000, encore tu laisses tomber la plainte. Et en plus, l'ARCOP nous dit qu'ils ont des problèmes de trésorerie. Donc moi, je pense que ce n'est pas nous, les fournisseurs, de faire la trésorerie. Il faut le budget de l'ARCOP parce que nous, on contribue déjà. Quand tu payes un dossier de demande de prix à 20 000 ou bien un appel d'offres, il y a 50% qui va dans la caisse de l'État. Quand on fait les plaintes, 50 000, encore ça va dans les caisses, encore de l'ARCOP. Il faut voir la solution de leur problème doit résider dans la redevabilité. L'Assemblée nationale a voté à 0,5%. Donc maintenant, c'est au ministère de l'économie et des finances de l'appliquer. Donc c'est quoi la redevabilité? C'est-à-dire qu'on facture le montant hors taxe, on facture la TVA, et on va facturer, il faut voir 0,5%, et lorsqu'on va nous payer notre facture, là, on va enlever ce montant-là, aller alimenter les caisses de l'ARCOP. Et la solution est tout trouvée. La bataille judiciaire est donc engagée entre les prestataires et fournisseurs de services et l'ARCOP. Et la Proforb ne cache pas son intention d'utiliser tous les recours juridiques possibles pour obtenir l'annulation de cette décision. Pour une gestion des communes axée sur les résultats, l'État burkinabé et ses partenaires sont dans la dynamique. 2 communes pilotes de la région du Sahel sont accompagnées dans ce sens. Elles ont pu élaborer leurs plans communaux de développement dans l'inclusion. L'idée est d'implémenter ce processus de gestion dans les autres communes du Burkina Faso. Le sujet est au cœur d'un forum national organisé à Ouagadougou. Abdourazak Traoré. Quand la population d'une localité donnée avec tous les acteurs accordent leur violon pour diagnostiquer les problèmes et rechercher des solutions acceptées par tous, on parle d'élaboration de PCD, plan communal de développement. Un conseil municipal donc sans un PCD se présente comme un véhicule sans tableau de bord. Mais pour que le PCD atteigne les objectifs escomptés, l'aspect inclusion semble être une nécessité selon les théoriciens du domaine. Pourtant, au Burkina Faso, le processus n'est pas toujours inclusif et l'État et ses partenaires veulent changer de paradigme. Ainsi, dans la région du Sahel, les communes de Gorgadji et de Sampelga ont bénéficié d'un soutien pour faire autrement. Sur place à Gorgadji, il s'est agi essentiellement de former la commission ad hoc qui est partie dans les différents villages, recueillir les préoccupations des populations pour ensuite venir faire la synthèse au niveau communal avec le comité de rédaction. Nous avons salué cette mise en œuvre parce que initialement c'était les bureaux d'études qui venaient faire le travail et bon, on venait au niveau des communes juste présenter les résultats. Cette fois-ci, en fait, tout le monde a été donc mis à partie parce que il y a les conseils municipaux qui ont participé, il y a les ONG, il y a les associations qui ont participé. Donc, à la base, tout le monde a été impliqué à l'élaboration de ce plan communal de développement. Parce que l'État et ses partenaires pensent futur, un forum national de partage de l'expérience du processus d'accompagnement à l'élaboration des PCD de Sampelga et de Gorgadji est organisé. Il s'agit de réunir toutes les parties prenantes en charge du développement. Nous avons commencé la mise en œuvre de cette approche depuis l'année passée. Nous avons commencé au cours de l'année 2018. Mais nous avons commencé même la planification en 2017 et nous avons commencé l'implémentation en elle-même au cours de l'année 2018. Maintenant, nous sommes à une phase de restitution de ces résultats-là pour permettre l'appropriation de cette approche par l'ensemble des acteurs qui interviennent au niveau de la planification et du pilotage du développement au niveau local.
sauvetage. Mais aussi, aujourd'hui, c'est un moment critique pour capitaliser ce qui s'est passé pendant des pilotages afin d'identifier les sans-abri et aussi apprendre de ces deux communes, comme nous considérons ces deux communes comme laboratoire et bon modèle, pour que d'autres communes puissent aussi répliquer les nouvelles approches au développement des PCD. Cette rencontre d'une journée regroupe les maires, des acteurs déconcentrés des services de l'État, des conseillers régionaux, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers investis dans le développement local. D'ores et déjà, l'UNICEF qui accompagne le projet annonce son appui au profit de 16 collectivités territoriales afin qu'elles puissent expérimenter le processus. La malnutrition coûte cher à l'économie burkinabé. En 2016, les spécialistes ont estimé que le Burkina Faso a perdu 7,7% de son produit intérieur brut à cause de la malnutrition chronique. Un peu plus de 20% des enfants burkinabés en sont victimes. Les acteurs de la lutte s'organisent avec notamment cette plateforme nationale d'information qui a été mise en place. Sandrine Zougouri. Réduire de 7 millions le nombre d'enfants souffrant de malnutrition chronique d'ici à l'horizon 2025. C'est l'un des grands projets de l'Union européenne. Une vision qui nécessite une réorganisation des différents acteurs du domaine. C'est ainsi que le ministère de la Santé et ses partenaires optent pour la mise en place d'une plateforme nationale d'information sur la nutrition. Nous apportons des appuis financiers pour que l'INSD, le ministère de la Santé, mettent en musique toutes les informations qu'ils ont. Et toutes ces informations doivent servir tous les acteurs de la nutrition, parce que certains le savent, d'autres ne le savent pas. Ici au Burkina, il y a des améliorations très claires sur les taux de malnutrition, mais la croissance démographique fait que les chiffres bruts d'enfants qui ont des problèmes de malnutrition restent très élevés. Et donc, il y a un défi, c'est le défi pour les autorités, mais c'est un défi pour les partenaires comme nous. Et pour aider à prendre en charge ce défi, conçu pour aider les acteurs à renforcer leur système d'information et leur capacité d'analyse de données pour la nutrition, la mise en œuvre de ce projet va améliorer à long terme la nutrition chez la mère et l'enfant. Il faut rappeler que la question de la malnutrition reste multisectorielle. Et nous avons une multitude de données. Et les décideurs ont besoin d'avoir en tout cas une plateforme qui permet de centraliser toutes les données de tous ces secteurs et qui permet de faire une analyse plus poussée et plus efficiente pour orienter la décision, pour pouvoir répondre à cette question de multisectorialité. L'objectif à terme, comme vous l'avez vu dans les discours que nous avons prononcés, c'est de mettre en place cet outil-là qui sera piloté par l'Institut national de santé et de statistiques et de démographie, qui va nous permettre d'avoir des informations disponibles à tout moment, des informations qui reflètent en tout cas la réalité du terrain. Financé par l'Union européenne à hauteur de 1 milliard de francs CFA et piloté par l'INSD, la mise en œuvre de ce projet va permettre de baisser les indicateurs de la malnutrition. En 2018 au Burkina Faso, la malnutrition aiguë est estimée à 8,4% et celle chronique à 25%. Il y a aussi ce référentiel pour la prise en charge des enfants en conflit avec la loi et pour leur réinsertion. Il est en validation à Ouagadougou. Le document plaide pour la non-incarcération des mineurs. Sandrine Zougouri, explication. Pour une meilleure prise en charge des enfants en conflit avec la loi et pour leur réinsertion sociale, des structures et organisations non gouvernementales ont élaboré le 17 octobre 2018 un référentiel technique. En phase de validation au cours de cet atelier, ce référentiel plaide entre autres pour la non-incarcération des mineurs. Notre mandat est dans la protection de l'enfant. Nous nous sommes occupés spécifiquement du mineur, donc de l'enfant en conflit avec la loi, qui va être soumis à jugement. Le juge doit comprendre sa situation, les causes sous-jacentes, comme je disais, de son agissement, doit comprendre quelles seraient les opportunités que son environnement, son milieu de vie, donc la famille, la communauté présente pour pouvoir l'accompagner
dans la meilleure des opportunités en fait, et surtout lui éviter le milieu carcéral. Pilotée par l'ONG Terre des Hommes Italie, l'une des méthodes qui sera utilisée pour éviter la condamnation des mineurs, c'est la médiation pénale. Il y a aussi une étude des cas qui parle de la médiation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on peut éviter que l'enfant aille au jugement, par exemple, c'est le cas d'un délit ou d'un petit vol où l'objet de la fraction en fait est retrouvé et la partie intéressée, la partie victime, on va dire, accepte de ne pas aller jusqu'à la plainte. Voilà, il y a une possibilité d'accompagner l'enfant avant même d'être jugé à ce qu'on appelle la médiation pénale. Ce référentiel, à en croire, le ministère en charge de la justice est très important car il permettra d'accroître la qualité des interventions judiciaires. Ce document va servir pour nos collègues qui sont en juridiction au cas où ils ont affaire à un enfant qui est impliqué dans une procédure, que l'on puisse privilégier autre alternative que la peine d'emprisonnement. Et dans le texte, certainement, dans le mot d'ouverture, nous avons fait cas de l'existence de centres de réinsertion. Et donc, c'est des lieux où les enfants peuvent en tout cas apprendre des métiers et réapprendre à s'insérer dans la société. Élaboré par des experts, ce référentiel, pour être efficace, devra prendre en compte certaines préoccupations. Des propositions telles que la scolarité, l'éducation non formelle pour les programmes de formation professionnelle doivent être au cœur de ce projet de document afin de faciliter leur réinsertion sociale. Vous le savez, Orange Burkina, c'est désormais la 4G pour plus de fluidité de la connexion Internet. Quels sont les services innovants que va occasionner cette révolution? Les responsables de la compagnie ont rencontré la presse. Madina Sino. C'était le 15 janvier dernier. Le directeur général de Orange Burkina recevait des mains du ministre en charge du développement de l'économie numérique la licence 4G. Une semaine après cette acquisition, une équipe de cette compagnie téléphonique est face à la presse. Objectif, présenter les différents produits de la 4G. Les produits que nous présentons aujourd'hui, c'est donc une nouvelle grille qui a été revue pour pouvoir permettre aux utilisateurs de profiter de beaucoup plus de mégas, parce que la 4G va plus vite, donc il leur faut beaucoup plus de mégas pour faire leur utilisation d'Internet ou transfert de fichiers pour les professionnels, etc. Et spécifiquement pour la 4G, vous avez un forfait de 4 gigas à 4 000 francs valable 4 semaines, pratiquement un mois. Donc ça, c'est le forfait qui permet de faire la découverte de la 4G de façon, j'allais dire, aisée. Et nous avons aussi des téléphones compatibles et des modems compatibles que nous vendons. Donc les clients aussi qui n'ont pas encore l'équipement 4G pourront se les procurer dans nos boutiques. Et pour permettre aux abonnés Orange de vivre une belle expérience de connexion Internet, une panoplie d'offres leur est déjà offerte. Avec l'arrivée de la 4G, c'est que Orange lance un réseau totalement dédié à la connectivité Internet qui est beaucoup plus fluide que tout ce qu'on avait avant. La 4G peut aller jusqu'à 10 fois plus vite que la 3G. Et donc, nos clients pourront expérimenter autrement la connectivité Internet. Beaucoup plus fluide pour naviguer, beaucoup plus fluide pour échanger des vidéos et regarder des programmes télé, que ce soit sur une télé de salon ou bien un téléphone mobile, lorsque vous avez un programme télé à suivre et que vous n'êtes pas à la maison, ou bien des jeux en ligne qui ont besoin d'une connectivité beaucoup fluide. Donc, nos clients aujourd'hui, pour profiter de cette qualité-là, pour pouvoir vivre des expériences nouvelles avec la 4G, vous pouvez faire un appel vidéo où vous voyez votre correspondant à l'autre bout du pays qui permet de voir l'environnement dans lequel il est. Plusieurs villes du Burkina Faso, dont Ouagadougou, Koudougou, Banfora et Manga, sont déjà couvertes par la 4G. Et tout au long de l'année, la couverture sera progressive selon le directeur marketing de Orange Burkina, en vue d'atteindre le maximum de localités possibles.
Ils sont deux, ils sont jeunes, ce sont des amis qui se retrouvent à la tête de l'un des plus grands clubs du Faso Foot avec lequel ils tentent d'avoir le succès. Mohamadi Bagué et Issa Wena, respectivement coach et coach adjoint, sont à la tête du Racing Club de Bobo Dioulasso, RCB, depuis le début de la saison 2018-2019. Comment se sont-ils rencontrés? Quels sont leurs objectifs et dans quel climat travaillent-ils? Notre bureau régional des Hauts-Bassins est allé à leur rencontre. Soto, Justin Dabiré et Arsène Konitambe. Mohamadi Bagué et Issa Wena, l'histoire remonte à bien des années en arrière. En 2009, les deux hommes se découvrent véritablement alors qu'ils sont sur les bancs pour l'obtention de leur diplôme d'entraîneur. Et depuis 2009, quand a débuté les licences CAF, nous avons commencé les premiers modules de la licence CAF ensemble. Et dans le cadre encore des activités de service, moi étant à la direction régionale des sports, lui étant à la police municipale, mais travaillant dans le département sport de la mairie, nous avons mené beaucoup d'activités ensemble. C'est pour dire qu'on se connaît il y a très longtemps de cela. Voilà. Allez. En avant, voilà. Depuis lors, les deux hommes s'aperçoivent qu'ils ont des atomes crochus et ils restent très attentifs à leurs performances respectives. Au début de la saison 2018-2019, Mohamadi Bagué prend les rênes sur le banc des Noirs et Blancs de Diaradougou. Avant de prendre fonction, il n'oublie pas de faire appel à cet ami rencontré des années plus tôt. J'ai pensé qu'un entraîneur jeune comme moi pourrait être prêt et disponible pour en tout cas les charges que moi je voulais pour ce travail-là. Voilà, mon choix a été pris par rapport à l'âge, c'est ça, et aussi aux compétences. Ce n'est pas une question de camaraderie. Et c'est un entraîneur assegmenté qui a tous les diplômes qu'il faut pour entraîner, et même en première division, comme entraîneur titulaire. Et il a aussi l'expérience en tant que coach adjoint, parce qu'il a officié l'année dernière, je crois 2 ans de cela, à l'AS Police. Nous sommes quand même assez nombreux à être licenciés, peut-être qualifiés pour la tasse. J'étais à Ouaga en fin de formation quand j'ai reçu son appel. Je me suis posé des questions. Aussitôt, je n'ai pas hésité quand il m'a décliné comment il voulait faire le travail au RCB. Bon, je me suis dit pourquoi pas. C'était une bonne suite d'école pour moi après 2 années passées avec l'AS Police. Leur aventure commune n'est pourtant pas de tout repos. Les deux hommes connaissent un début de saison assez difficile. Les matchs se suivent et se ressemblent, les résultats peinent à venir. La situation devient tendue avec les très exigeants supporters de Diaradougou. Au départ, certes, il y a eu des hicks. C'est normal pour des gens qui voient une jeune génération d'entraîneurs qui vient prendre le RCB, qui n'ont jamais vu de jeunes entraîneurs. C'est juste qu'ils doutent. Voilà, donc peut-être au départ aussi, prendre une équipe qui était pratiquement en reconstruction, ce n'est pas très évident. Donc le résultat étant un peu en dents d'ici au départ, c'est vrai, il y a eu des incompréhensions, mais aujourd'hui nous pouvons dire que vraiment nos relations sont au beau fixe avec les supporters. Après un démarrage poussif, le tandem Bagué-Wena parvient à renouer avec le succès en trouvant les mots justes pour remobiliser leurs troupes. À la fin de la phase allée du championnat, le RCB est à la 8e place au classement, à seulement 3 points du podium. Mais nous ne regardons pas ça en termes de rang pour l'instant. Voilà, nous regardons en termes de points en fonction du podium, des objectifs du club. Et nous croyons que nous ne sommes pas aussi si loin. Quand nous voyons comment nous avons décollé, ça c'était, on ne peut que s'enrichir pour l'instant, mais tout en disant qu'on doit travailler doubler 2 fois pour pouvoir atteindre les objectifs. Nous restons confiants parce que nous savons que nous avons les joueurs capables, nous avons un public capable de soutenir cette équipe-là pour cette deuxième phase, pour qu'on aille chercher les objectifs du club. 5 mois se sont écoulés depuis le début de leur collaboration et Mohamadi Bagué ne regrette pas d'avoir choisi Issa Wena comme son adjoint. La disponibilité de ce dernier, sa connaissance du jeu et ses suggestions permettent à l'ancien numéro 2 d'Oscar Barreau de bonifier son équipe. Très dévoué, très généreux, très déterminé, très engagé, parce que c'est très important dans ce travail-là. Et sa présence lors des matchs, ce qu'on appelle le coaching des matchs, ses suggestions et autres sont intéressantes. Comme vous le savez, c'est quelqu'un aussi qui a de l'expérience. Il était dans un autre club où il entraînait, il encadrait les jeunes. Donc c'est autant d'expériences sur lesquelles moi aussi je peux compter pour travailler et aller de l'avant. Par rapport au métier d'entraîneur, c'est certes le jeune, mais il a beaucoup d'expérience à la matière pour avoir côtoyé des anciens comme Saboteur, comme coach Oscar. C'est que quand on travaille ça, qu'on retransmet ça, et avec des stages de haut niveau qu'il a eu à tenir en Allemagne, et très bon en préparation physique, en méthodologie également, en programmation. Donc j'ai bien peur de citer. Il a vraiment des qualités énormes.
L'arrivée des deux hommes à la tête de l'encadrement technique des Tigres de Diaradougou a apporté de la sérénité dans le vestiaire. Une arrivée qui, selon les joueurs du club, peut permettre d'aller chercher le titre. Bon, vraiment, je peux dire que c'est pas mal avec eux parce qu'on fait vraiment le travail foncé. Les championnats burkinabés, ça demande beaucoup de ça, donc on fait ça très bien. Oui, on peut discuter cette titre, mais ce championnat, c'est à jouer. Sincèrement dit, c'est à jouer parce que si tu vois, les premiers et puis 8e, c'est 5 points, c'est pas trop. Le championnat est très serré. En recrutant Mohamadi Bagé et Issa Ouina, deux jeunes coachs qui cherchent encore le marque, le RCB fait un pari de fou. Mais un pari qui pourrait se révéler comme celui de l'avenir. Le RCB avait déjà pris ce genre de risque en confiant son équipe à Oscar Barrow il y a quelques années de cela. La suite de l'aventure est connue et l'histoire pourrait une fois de plus se répéter. Alors, on termine ce journal par la Côte d'Ivoire, le rassemblement de toutes les attentions. C'était ce samedi, la coalition au pouvoir en passe de devenir un parti politique unifié. Donc, le premier congrès ordinaire du RHDP se tient à Abidjan, donc à moins de 2 ans de la présidentielle. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix veut proposer un nouveau contrat social aux Ivoiriens. À moins de 2 ans de la présidentielle en Côte d'Ivoire, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix tient son premier congrès à Abidjan. Plusieurs milliers de militants se sont réunis au Palais des Sports de Treichville pour le véritable lancement du nouveau parti. L'aboutissement d'un processus entamé depuis 2005, a déclaré dans son allocution d'ouverture Henriette Dagri-Diabaté, première vice-présidente du RHDP. Cette coalition nous a permis d'accéder au pouvoir et de nous y maintenir, de gagner toutes les élections, d'impulser le développement. C'est fort de ce succès que nous avons décidé de proposer à la Côte d'Ivoire un nouveau contrat social, transformer le RHDP en parti politique. Ce nouveau parti unifié, voulu par le président Alassane Ouattara, rassemble sa formation, le RDR, l'UDPCI et des personnalités d'autres partis. L'objectif est une victoire éclatante en 2020. Tout nouveau parti a pour ambition de conquérir le pouvoir et nous y croyons. Nous y croyons fermement et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, mettre tous les atouts de notre côté pour pouvoir avoir ce pouvoir quand même. Le PDCI a claqué la porte de la coalition en août dernier, refusant une fusion des deux mouvements dans des conditions qu'il estimait défavorables. Le RDR refusait notamment de soutenir un candidat PDCI à la présidentielle, alors que le PDCI avait soutenu Alassane Ouattara en 2010 et 2015. Je vous donnerai ma réponse l'an prochain, a répondu Alassane Ouattara, président du RHDP, à la foule qui scandait nouveau mandat. Le chef de l'État ivoirien a tenu à souligner qu'un nouveau congrès est prévu en 2020. Il va désigner de façon démocratique le candidat du RHDP à la présidentielle. Fin de cette session. Merci de l'avoir suivi. À demain, 19h30 pour le 7 Info. Bonsoir.